Alors là, vous avez la réaction analogue à la condensation aldolique qu'on appelle la réaction de Knoven-Agel. Alors la condensation de Knoven-Agel est une réaction d'un carbonyle avec un carbanion en présence d'une base faible pour former un composé carbonylé alpha-bêta insaturé ou un composé apparenté après élimination. Alors dans ce cas, vous avez ce groupement carbonyle et vous avez des hydrogènes qui sont très acides puisque les groupements que vous avez ici sont des groupements attracteurs. Donc on peut former un carbanion ici qui va se condenser sur ce centre qui est un centre électrophile. Donc on peut avoir cette condensation après le départ. Donc l'oxygène et les deux hydrogènes qui vont ici, après condensation, on va voir le départ d'une molécule d'eau et former une double liaison, comme le cas des condensations aldoliques. Alors une des applications, donc vous avez un groupement carbonyle qui est cyclique, qui est une aldéhyde cyclique qui ne possède pas d'hydrogène en alpha. Et là, vous avez des hydrogènes qui sont très acides, puisque vous avez deux groupements attracteurs à ce niveau-là, qui sont l'acétone et l'ester. Donc les hydrogènes que vous avez ici sont très acides. On va pouvoir les arracher, puisque vous avez deux hydrogènes. Après élimination d'eau, on va former une double liaison entre eux. Alors le mécanisme, vous l'avez ici. Alors on va former tout d'abord avec l'amine que vous avez ici, formation d'imine, suivie d'iminium. Donc la condensation avec ces hydrogènes avec ce groupement carbonyle va nous fournir l'iminium. Alors une fois que vous avez l'iminium, donc là vous avez des hydrogènes acides, donc l'énolate, on a formé l'énolate, et l'énolate va attaquer, donc le centre électrophile que vous avez ici va être attaqué, et on va condenser. Alors bien sûr, vous avez dans le milieu une base faible qui va arracher l'hydrogène, le deuxième hydrogène acide. Cette liaison reviendra ici, vous allez assister au départ de l'amine. Et on va condenser à ce niveau-là. Alors une petite remarque, lorsqu'une fonction acide carboxylique est présente, on assiste aussi à une décarboxylation. Alors si deux fonctions sont présentes, il ne s'effectue qu'une fois. Donc après condensation, donc si vous formez après condensation avec ce composé qui possède au départ deux groupements acide carboxylique, donc là les hydrogènes acides que vous avez ici vont être condensés. Alors après la formation de cet intermédiaire, on va assister à une décarboxylation, ça veut dire le départ d'une molécule de CO2 par ce mécanisme. Donc au lieu d'avoir le départ de cet hydrogène pour créer une double liaison ici, on va plutôt avoir cette décarboxylation, ça veut dire la charge qui vient ici et le départ de cette charge ici, et là l'amine qui va partir. Donc on va former ce composé et l'amine en plus du dégagement de CO2 plutôt que d'arracher un hydrogène ici et garder les deux groupements carbonyles à ce niveau-là. Donc c'est la décarboxylation. Alors vous avez également la réaction de condensation de Claisen. Alors la réaction de Claisen est une condensation entre deux esters en passant par un énolate. C'est une acylation des carbanions. Donc là vous avez le premier ester, l'hydrogène acide que vous avez ici, avec une base, il va être arraché
et on va former un énolate. Donc là, vous avez un centre nucléophile qui va attaquer le deuxième carbonyle de la fonction ester. Cette liaison viendra ici vers l'oxygène. Ensuite, elle va faire le retour. Donc là, le retour, il va faciliter le départ du groupement étoxy. Et là, on va cycler. Alors après cyclisation, vous avez cet hydrogène qui est très acide et qui va être arraché puisque vous serez en milieu basique. Et là, après acidification, on va récupérer le composé de condensation qui est une cétone ester. Alors c'est la protonation, la déprotonation de l'acétoacétate qui est la force motrice de cette réaction. Donc vous voyez l'acétoacétate que vous avez ici, c'est cette protonation qui vous donne ce complexe qui est très stable. Donc c'est ça la force motrice qui accélère la réaction. Et bien sûr, après acidification, on va pouvoir trouver l'acétoacétate ici. Alors vous avez également les réactions de condensation de Claisen mixte. Donc c'est une réaction d'énolate sur un ester avec autre ester. Un des esters n'a pas d'hydrogène en alpha. Donc on peut citer les benzoates, les formiates, les oxalates. C'est ce que vous avez ici. Donc ils n'ont pas d'hydrogène en alpha. Donc là vous avez le benzoate, pas d'hydrogène en alpha. Également le formiate, aucun hydrogène ici. Et l'oxalate, la même chose. Vous n'avez pas d'hydrogène en alpha, ni de ce côté, ni de ce côté. Alors en général, on mettra un excès de l'accepteur, qui est le benzoate, ou bien le formiate, ou bien l'oxalate. Donc l'excès ici va permettre cette condensation. Donc les hydrogènes que vous allez ici vont être substitués avec le départ de ce groupement ici. Donc on va former ce composé-là. Donc regardez ici, vous avez cette partie-là qui se trouve à ce niveau-là et cette partie que vous avez ici. Donc le méthyle que vous avez ici, il est là. Donc la condensation a été faite entre ce centre et ce centre. Donc on a formé une liaison ici après le départ de l'étoxy. Alors on peut avoir également la condensation de Claisen intramoléculaire dans la même molécule. Donc c'est ce qu'on appelle une cyclisation de Dieckmann, puisque vous aurez deux esters dans la même molécule. Donc là on va condenser également. Donc regardez l'hydrogène ici, il est plus acide que l'hydrogène que vous avez ici, parce que vous avez deux hydrogènes en alpha. Donc la condensation va se faire entre ce centre et ce centre après le départ de l'étoxy. Et on va former ce produit qui va être un produit majoritaire. Alors là, vous avez le mécanisme. Donc au milieu acide, on va former ce composé, si vous voulez, l'énol, fonction énol. Donc ce sont ces hydrogènes qui sont les plus acides. Donc on va former l'énol à ce niveau-là plutôt qu'à ce niveau-là, puisque là vous avez un méthyle. Donc là l'énol va être formé ici puisque cet hydrogène est plus acide. Alors l'énol que vous allez former ici, donc là vous avez un centre qui est un centre nucléophile. Donc le retour de cette liaison va permettre l'attaque sur ce deuxième carbonyle. Et après le retour de ces liaisons, vous aurez le départ de l'étoxy ou bien le méthoxy dans ce cas. Et on va former ce produit de cyclisation. Alors pour que la réaction intramoléculaire se fasse bien, il faut que la solution soit diluée. Alors cette réaction est très intéressante car elle permet de former des composés cycliques fonctionnalisés. Donc là vous avez des produits cycliques où vous avez des fonctions
à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc il faut avoir des réactions avec une grande dilution pour que l'attaque se fait d'une façon intramoléculaire et pas extramoléculaire. Alors on va voir maintenant la benzoïnation des aldéhydes. Alors la benzoïne peut être obtenue par condensation bimoléculaire de l'aldéhyde benzoïque et c'est une réaction qui peut être réalisée avec les aldéhydes aromatiques ou des aldéhydes non inélusables. Donc on va explorer encore les groupements carbonyles. Donc la fonction carbonyle que vous avez ici, vous n'avez pas d'hydrogène en alpha, donc les hydrogènes acides qu'on a l'habitude de voir, mais cet hydrogène-là, on peut l'arracher d'une autre manière, en faisant réagir avec une base très forte qui est ici le cyanure, qu'on va utiliser comme catalyseur. Donc on peut condenser deux aldéhydes entre eux, des aldéhydes non inélusables pour former la benzoïne. Donc voilà le cyanure qui est un catalyseur. Donc l'attaque va se faire ici. On va former cet intermédiaire. Et là, donc vous allez avoir un échange de protons, puisque ce composé sera très basique. Et cet hydrogène va devenir plus acide, puisque vous avez deux groupements attracteurs. Donc le cyanure que vous avez ici arrondit ce proton très acide. Donc on va voir le carbanion à ce niveau-là, plutôt que le chargement ici. Donc cet hydrogène va y avoir un échange, et le carbanion qu'on a ici va attaquer le deuxième centre carbonyle, comme d'habitude, et on va passer à cet intermédiaire. Et bien sûr, le retour de cette... Donc vous allez avoir un équilibre, cet chargement qui va arracher ce proton plus acide que le O-. Donc là, ce côté est plus basique, donc il va arracher plutôt cet hydrogène. Et là, vous allez avoir une charge moins. Son retour va permettre le départ de cyanure. Donc le cyanure, on va être régénéré. Donc il a été utilisé comme catalyseur. Et on va voir une condensation entre deux fonctions aldéhydes non inélusables. Donc en utilisant un catalyseur très basique que vous avez ici. Et qui arrondit ce proton très acide. Alors vous avez également des condensations qui sont apparentées à la benzoïnation. Alors la dimérisation catalytique des aldéhydes en alpha-hydroxycétone en présence d'un sel de thiazolium, du thiazole sur lequel on a greffé une longue chaîne apolaire pour assurer la solubilité dans une phase organique. Alors ce sel se servira de catalyseur. Donc dans la première étape de benzoïnation, on a utilisé le cyanure comme catalyseur. Là, on va utiliser un autre catalyseur, le sel de thiazolium. Donc l'hydrogène en alpha de l'atome de soufre et d'azote est un caractère acide. Donc vous avez un pKa de l'ordre de 20, car il est fort bien stabilisé par résonance. Donc ce proton-là, il a un caractère très acide. Donc il va pouvoir être arraché par une base et on va former là un composé très stable par effet mésomère. Alors là vous avez le mécanisme. Alors la première étape est une étape de déprotonation de l'ion thiazolium. La deuxième étape, c'est l'attaque nucléophile par le catalyseur. Donc vous voyez ce proton-là qui a été arraché, le carbanion que vous avez ici, il va pouvoir attaquer le groupement carbonyle. Donc vous allez avoir cet intermédiaire. Et en milieu aqueux, donc la base, le O- ici, va être très basique, donc il va arracher un proton. Vous allez former l'alcool ici. Et cet alcool est en équilibre. Donc là, un pKa de 25. Donc là, une base va pouvoir
arracher ce proton, puisque vous avez ici un groupement attracteur, et là vous avez un groupement attracteur. Donc le proton que vous avez ici est très acide, grâce à ce catalyseur qui a été fixé à ce niveau-là. Donc on l'a rendu très acide. Alors le OH- qui va arracher le proton ici, et va former une espèce qui est très stable par effet mésomère, bien que la déprotonation ici est moins aisée. Alors la quatrième étape, donc c'est l'attaque nucléophile sur l'aldéhyde de départ. Donc le premier aldéhyde, une fois qu'on lui a arraché un proton, donc là vous allez former un carbanion, et ce carbanion va pouvoir attaquer le deuxième carbonyle de la fonction aldéhyde inologisable. Donc vous allez obtenir cet intermédiaire, et là vous allez avoir le O- qui va arracher un proton, donc là vous allez avoir un diol, et la dernière étape, la libération de l'alpha-hydroxycétone. Donc le OH- va arracher un proton ici, sa charge négative reviendra ici et va libérer votre catalyseur, comme le cas ici. Donc on va récupérer le catalyseur et on va voir le produit de condensation que vous avez ici, qui est la benzoïne. Remarque, dans les deux cas, on a recours à un catalyseur pour arracher le proton accroché au groupement carbonyle. Alors dans le premier cas, il s'agit de l'ion cyanure, et dans le second cas, un cyle de thiazolium. Alors ce catalyseur permet de rendre l'hydrogène de l'aldéhyde relativement acide. On a également le réarrangement benzylique avec les groupements carbonyles. Donc lorsqu'on traite les alpha décarbonylés par des ions hydroxydes, on obtient des hydroxyacides, et les carbonyles sont plus réactifs car ils sont l'un à côté de l'autre. Donc là vous avez deux groupements carbonyles. Alors en milieu basique, la base va attaquer l'un des groupements carbonyles puisqu'ils sont symétriques, et on va former le sel. Donc là vous avez le sel de ces groupements. Alors si vous avez une dicétone cyclique, on va y avoir une contraction de cycle. Donc on va passer de cycle à 6 à un cycle à 5. Alors là vous avez le mécanisme. Donc le OH- qui va attaquer ce centre électrophile, le retour de cette liaison ici. Donc vous allez avoir O-. Ensuite, son deuxième retour va permettre la migration 1, 2, carbone-carbone de ce groupement phénylique vers ce centre. Et on va former ce sel. Alors un échange de protons va vous donner votre sel qu'on peut reprotoner pour avoir ici l'acide carboxylique. Alors une petite remarque, ce type de réaction est similaire à la dismutation de benzaldéhyde en milieu basique. La réaction de Cannizzaro, dans laquelle un hydrure est transféré de l'hydrate à une deuxième molécule de benzaldéhyde. Donc regardez ici, vous avez le benzaldéhyde. Donc deux molécules de benzaldéhyde vont pouvoir nous donner l'acide, le sel d'acide benzoïque et l'alcool benzylique. Alors là, le même mécanisme a été utilisé. Donc le OH- qui va attaquer ce centre. Donc vous aurez O- ici. Et bien sûr, le O- va, en milieu basique, nous donner ce retour qui va faire migrer ce proton-là vers le deuxième carbonyle. Donc là, on va former le sel d'acide benzoïque que vous avez ici, et l'hydrogène qui va partir ici va former l'alcool benzylique.
Alors la seule différence, c'est que les groupements que vous avez, les groupements carbonylés ici, ils sont séparés au lieu d'être ensemble dans la même molécule. Alors qu'est-ce qu'on peut faire encore avec les groupements carbolyles? On a aussi des réactions qui impliquent des ylures. Alors vous avez l'ylure de phosphore. Alors on va tout d'abord définir un petit peu la chimie du phosphore. Alors les phosphores, ils ont la dernière couche qui est similaire à celle de l'azote. Donc vous pouvez avoir, alors ils ont l'électronégativité un peu faible que l'azote, le phosphore de 19, alors que l'azote 3,04, par rapport au carbone qui est 2,55. Donc l'électronégativité est un peu plus faible que celle du carbone. Alors vous avez la possibilité d'avoir une géométrie pyramidale lorsque vous avez sp3, 3 groupements alkyles sur le phosphore, ou si vous avez 4 groupements alkyles, donc là vous allez avoir un tétraèdre, ce qui fait les liaisons sont identiques. Et la géométrie est partout la même, lorsque les deux groupements sont des groupements identiques. Alors vous avez là la nomenclature des composés phosphorés. Donc lorsque vous avez le phosphore avec 3 groupements alkyles, on l'appelle le phosphine. Lorsqu'on le remplace par un méthoxy, un alkoxy, on a les phosphonites. Par 2 groupements alkoxy, les phosphonites. Et par 3, les phosphites. Donc là, on oxyde de plus en plus. Donc là, vous avez 3 groupements oxydes, mais on peut oxyder encore davantage. Alors, lorsque vous avez 2 liaisons avec l'oxygène, vous avez l'oxyde de phosphine. Et si vous ajoutez encore un groupement alkoxy, vous avez le phosphoinate, 2 groupements alkoxy, les phosphonates, mais lorsque vous faites l'oxydation maximale, c'est les phosphates qu'on trouve sous la terre. Donc là, c'est le phosphate, et vous voyez le phosphore, il est oxydé au maximum. On ne peut pas oxyder plus. Alors vous avez également les sels de phosphonium, comme le cas des sels d'ammonium. Et vous avez enfin les ylures de phosphore qui nous intéressent. Donc une double liaison avec un groupement alkyle au lieu de cette double liaison avec un oxygène. Donc c'est ce qu'on appelle l'ylure de phosphore. Alors on va voir ce qu'on peut faire avec les ylures de phosphore. Alors tout d'abord, comment ça se fait? Comment on peut préparer un ylure? Alors vous avez en général la triphénylphosphine que vous avez ici, qu'on va ajouter sur un groupement halogénure d'alkyle. Donc l'halogénure, vous avez un groupement partant. Et comme le phosphore il a un doublé ici, donc l'attaque va permettre le départ de X. Et là, vous allez former cet intermédiaire. Et l'hydrogène que vous avez ici, c'est un hydrogène acide. Donc une base va l'arracher. Et on va former ici une double liaison, qui est une liaison ionique, donc moins plus. Et c'est ce qu'on appelle l'ylure. Alors, selon les groupements portés par l'halogéno-alcane, donc que vous avez ici, l'ylure sera plus ou moins facile à former. Alors, il faudra une base plus ou moins forte. Donc, si le groupement que vous avez ici sont des groupements attracteurs, l'hydrogène ici sera facile à arracher. Par contre, s'ils sont des groupements donneurs, là, il faut utiliser une base forte pour l'arracher et former l'ylure. Alors, avec des groupements alkyles, il faudra une base forte, telle que l'hydrure ou les alkyles de lithium. En général, in situ avec le THF comme solvant. Avec des groupements aromatiques, l'ylure est semi-stabilisée. On utilise une base faible, telle que les alcoolates. Avec des groupements attracteurs, l'ylure sera stabilisée
Alors il faudra dans ce cas une base faible, telle que les alcoolates ou bien la soude. De plus, elle est conservable, donc on peut le former et le garder de côté. Alors vous avez donc ces réactions avec l'illure sont les réactions de Wittig. Alors il s'agit de l'addition d'un illure de phosphore ou bien le phosphorane sur un composé carbonylé pour former des composés éthyléniques. Alors Georges Wittig, il a eu le prix Nobel de chimie en 1979 pour cette découverte. Donc en fait, cette découverte, c'est quoi? C'est la formation des alcènes que vous avez ici à partir du groupement carbonyle et d'un illure de phosphore. Alors le mécanisme, vous l'avez ici. Donc là, on a dit que les illures sont polaires. Donc la charge moins ici va attaquer ce centre, qui est un centre électrophile. L'oxygène va récupérer cette liaison. On va avoir cet intermédiaire. Et là, vous avez un état de transition à 4 centres. Donc, cette liaison qui revient ici, cette liaison qui revient ici. Et on va former la double liaison. Et l'oxygène va se fixer sur le phosphore. Alors, une petite remarque. Avec un illure stabilisé, on obtient majoritairement un alcène E. Donc, on va être sous contrôle thermodynamique. Par contre, avec un illure peu stabilisé, on obtient l'alcène Z parce qu'on sera sous contrôle cinétique. Alors, en effet, un illure plus stable a plus de temps de faire des réarrangements et donc de former l'alcène le plus stable E. Donc, regardez ici, le carbonyle que vous avez ici. Alors, si on utilise l'illure qui est très stable, pourquoi elle est très stable? Parce que vous avez un groupement attracteur ici. Alors, dans ce cas, on va utiliser l'illure le plus stable. On va trouver l'alcène le plus stable. Et là, c'est le E. Par contre, si vous avez ici, dans l'illure, un groupement plutôt d'honneur, donc l'illure n'est pas stable, on va plutôt former le plus facile. Et là, on va obtenir le produit Z. Donc là, on est sous contrôle cinétique. Là, on est sous contrôle thermodynamique. Alors, vous avez également la réaction de Wittig-Horner. Alors, la réaction de Wittig-Horner permet de former un alcène à partir d'un composé carbonylé de l'alkylophosphonate et le carbanion intermédiaire est stabilisé par effet mésomère. Il est donc plus réactif qu'un illure de phosphore. De plus, on forme un sel de phosphate qui est facile à séparer des molécules organiques. Et le produit formé est généralement l'alcène E. Donc là, vous avez l'illure qu'on va former. Donc une base va pouvoir arracher cet hydrogène. Et on va former cette illure. Alors la charge, le carbanion va attaquer le carbonyle. Un échange ici va permettre la formation d'un intermédiaire cyclique, donc l'état de transition cyclique que vous avez ici. Et là, cette liaison qui vient ici, et cette liaison qui revient ici, et cette liaison qui attaque à ce niveau-là. Donc on va former cet intermédiaire avec la double liaison. Et là, cette réaction est plus rapide parce que vous avez ce composé qui est très stable. Et on va former l'alcène E. Alors vous avez également les illures de soufre. Donc là, vous avez la chimie de soufre. Alors le soufre est là, la même. Donc la dernière couche, elle ressemble un peu à celle de l'oxygène. Mais à cause des orbitales D que vous avez ici, c'est une molécule hypervalente. Donc on peut avoir plusieurs liaisons sur le soufre. Alors vous avez l'hybridation sp3 qui est tétrahydrique,
dans le cas des sulfates, SO4 2-, donc c'est une molécule très stable. Vous avez également les sulfures, que vous avez ici, SR2. Vous avez les thioéthers pour les alkyles, donc là c'est thioéther. Mais là il faut faire attention, vous avez les sulfoxydes et les sulfones. Donc les sulfoxydes lorsque vous avez un oxygène, mais les sulfones lorsque vous avez 2 oxygènes. Vous avez les sulfites, vous avez également 3 oxygènes. Et enfin, vous avez également l'hexafluorure de soufre, qui est bipyramide tétragonale, et vous avez une hybridation sp3d2. Donc vous avez les différentes possibilités qu'on peut avoir avec le soufre. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'élure de soufre. Alors on va voir la préparation. On va préparer le sulfonium et sulfoxonium. Alors pour les sulfonium, donc le doublet de soufre ici va attaquer un halogénure d'alkyle. Donc là vous avez le méthyle. Et l'intermédiaire qui va être formé, l'hydrogène ici acide, va être arraché par une base. Et on va former l'ylure. Donc là vous avez une double liaison. Alors cette double liaison va réagir avec un groupement carbonyle. La même chose pour les sulfoxoniums. Donc l'attaque sur le groupement alkyle méthyle. Donc c'est une substitution deuxième ordre. L'attaque et le départ. Alors une base viendra arracher ce proton et on va former l'ylure suivant. Alors l'attaque sur les dérivés carbonylés, elle est la suivante. Donc la charge moins va attaquer ce groupement carbonyle, l'oxygène qui va récupérer cette liaison, et on va voir cet intermédiaire. Alors le O- va attaquer de nouveau ici, et va faciliter le départ de SR2. Mais dans ce cas, on va pas former l'alcène, mais on va former l'époxyde. Alors par le même mécanisme, on va former un époxyde, mais vous aurez le départ de ce groupement oxygéné, de soufre oxygéné. Alors vous avez la réaction de Curie comme application. Alors on utilise un diphénylsulfure pour que ce soit spécifiquement le groupement R qui soit ajouté au dérivé carbonylé. Donc voilà, vous avez 2 phényls, vous avez ce groupement R, donc vous avez un seul hydrogène ici, là vous n'avez pas d'hydrogène, donc on ne peut arracher que cet hydrogène ici. Donc ce qui fait l'addition va nous donner un groupement R à ce niveau-là, mais pas autre chose. Donc là, la double liaison, on va intégrer l'oxygène pour former l'époxyde. Alors on va voir la réactivité. Alors la réactivité du sulfonium est différente des sulfoxoniums. Le sulfonium est généralement un réactif plus fort. Il a donc tendance à plutôt former les isomères cinétiques. Donc vous voyez ici, l'isomère cinétique est majoritaire. Alors c'est le plus facile à former car les sulfoniums attaquent le site le plus électrophile. Donc là vous avez 2 sites électrophiles, vous avez le site du carbonyle et vous avez ce site. Mais comme le site carbonyle est plus réactif, donc il va être attaqué le premier. Et on va former ici l'époxyde. Par contre, si vous utilisez le cas ici, le sulfoxonium, donc là, comme il est stabilisé, donc il a le temps pour attaquer le centre ici, qui est un centre relativement moins réactif, et on va plutôt former ce composé avec un cycle ici plutôt que
l'époxyde que vous avez ici. Donc il y a deux possibilités, tout dépend de l'allure de soufre que vous avez utilisé. Et dans ce cas, on a une approche thermodynamique et le produit sera majoritaire dans ce cas. Dans le cas des cycles, donc vous pouvez avoir soit une attaque axiale, soit une attaque équatoriale. Alors selon l'allure que vous allez utiliser, donc axial, il est majoritaire avec les sulfonions à cause des contraintes stériques. Par contre, l'attaque équatoriale, qui est plus accessible, vous avez moins de gènes stériques, il est majoritaire avec le sulfoxyonium à cause des contraintes de torsion. Donc on obtient plutôt ce composé. Une petite remarque, les allures de sulfonium sont peu stables, alors conduisent au produit le plus vite formé, qui est en même temps le moins stable, comportant une liaison carbone à carbone axiale sous contrôle cinétique. Donc là, on est sous contrôle cinétique. Carbone-carbone en position axiale. Les allures de sulfoxyonium, ils sont plus stables et conduisent au produit le plus stable comportant une liaison carbone-carbone équatoriale, et donc on est sous contrôle thermodynamique. Donc on va obtenir la liaison carbone-carbone en position équatoriale lorsqu'on est en contrôle thermodynamique avec les sulfoxyoniums. Voilà, on vient de terminer ce chapitre sur la réaction de condensation.